Bonjour les amis, c'est Anne Guéquière. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce le lancement d'Objectif Métamorphose, le programme qui éveille la conscience. Objectif Métamorphose, c'est un bouquet de programmes de coaching audio dédiés au mieux-être pour vous qui souhaitez aller encore plus loin dans votre métamorphose. Qu'il s'agisse de santé naturelle, de relations ou de psychologie, chaque programme de coaching est mené par un expert choisi avec soin et a été conçu pour être court et transformateur. En 7 modules audio d'une dizaine de minutes chacun, les experts vous guident de manière simple et concrète au travers d'exercices puissants et de conseils éprouvés. Christian Junot, Saverio Tomasella, Ludovic Leroux, Anthony Berthoud, Claude Parisot et Céline Tadiotto vous attendent d'ores et déjà sur Objectif Métamorphose. Vous pouvez avoir accès à tous ces programmes de coaching en illimité via un abonnement payant que nous avons voulu très abordable. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, abonnez-vous directement à partir de notre chaîne Métamorphose. Vous pouvez même essayer gratuitement pendant 3 jours tous les programmes. Et sinon, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Métamorphose et cliquez sur le bouton Rejoindre sous une de nos vidéos ou à partir de la page d'accueil. J'ai vraiment hâte que vous découvriez les formidables programmes de coaching que nous vous avons préparés. À bientôt. Objectif Métamorphose, le programme qui éveille la conscience. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir une invitée lumineuse, très inspirante. Enfant, elle rêvait d'être docteur qui soigne par les rêves. Depuis toujours, elle éprouve un intérêt profond pour l'expérience de vie humaine, la métaphysique et notre connexion à la nature. Infirmière d'État, mais aussi naturopathe, elle est également formée à la psychologie universitaire et une grande fan de la psychanalyste Françoise Dolto. Elle est praticienne en Yin Shin Jutsu et thérapeute en psychanalyse transgénérationnelle puisqu'elle se passionne pour l'histoire psychocorporelle et familiale qui est notre sujet, notre thème dans Métamorphose aujourd'hui. Pour enfin se libérer de la douleur généalogique et de ses ancêtres. J'ai la joie d'accueillir Céline Tadiotto, qui est également auteure d'un livre aux éditions Erol, J'arrête de subir mon passé, pour me libérer enfin des répétitions transgénérationnelles. Bonjour Céline Tadiotto. Bonjour Anne, je suis ravie. Pourquoi ça bloque finalement avec nos ancêtres ? Qu'est-ce qui ne va pas dans le fond ? C'est l'amour qu'on a pour eux. C'est-à-dire qu'on est très loyaux, sans le savoir, sans le vouloir, vis-à-vis du clan dont on est issu. Alors, ça bloque parce que l'on porte en soi les douleurs qu'ont pu subir nos parents, nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Et avec eux, on essaye de résoudre les problématiques familiales de façon à libérer le flux de vie qui traverse toutes les générations, pour chaque famille évidemment. Pourquoi est-ce qu'on a justement ces loyautés familiales inconscientes, j'imagine, puisque finalement on a l'impression d'être libre et d'agir par nous-mêmes, alors qu'en réalité on répète finalement par fidélité, ce que tu disais, par loyauté, des comportements ou des conditionnements familiaux. C'est quand même assez étrange finalement. Tout à fait. Alors il y a plusieurs théories autour de ce sujet. On parle aujourd'hui au niveau scientifique d'épigénétique. On se rend compte dans un autre domaine de la science que l'eau est un porteur d'informations très très important et nous sommes quand même constitués de 72% d'eau. Donc il est possible que l'on se charge de l'information familiale au travers de notre corps. Et puis il y a la théorie de la psychanalyse transgénérationnelle et de la psychogénéalogie qui vise à montrer que les traumatismes vécus par les générations précédentes, s'ils n'ont pas pu être exprimés, si la douleur n'a pas pu être partagée avec les vivants entourant ce traumatisme, alors il y a comme un enquistement de cette douleur émotionnelle ou psychique et que cet enquistement se transmet comme faisant partie du corps familial et il se transmet donc de génération en génération. Alors effectivement, on parle
de débloquer un certain nombre de choses. Et puis finalement, quand on en parle autour de nous, moi, quand il m'est arrivé de parler de thérapie transgénérationnelle, puisque j'ai moi-même suivi ce parcours, certaines personnes nous disent bon, finalement, le passé, c'est le passé, les grands-parents, les arrière-grands-parents, puis qu'est-ce que j'en sais, moi, de l'histoire familiale? Finalement, ils sont plus ou moins tous morts, et puis j'ai pas envie non plus d'aller remuer les histoires, de soulever ce qu'il y a sous le tapis. Est-ce que finalement c'est bon et qu'est-ce que ça va m'apporter? Alors qu'est-ce qu'on peut répondre un peu à ces questionnements? C'est tout à fait, les images que tu viens d'utiliser, c'est-à-dire sous le tapis et puis c'est dans le passé. C'est ce que les Américains appellent le subconscient et que, notre tradition européenne appelle l'inconscient. Heu, ça reste important dans la mesure où on utilise au niveau du cerveau 9,52 de nos capacités cérébrales et on estime que la part d'inconscient se situe dans le reste. Non pas qu'elle constitue la totalité du reste du cerveau non utilisé, mais elle en constitue une grande partie. Pour ma part, j'appelle ça le sac à dos. Et en quoi ça peut être important de se tourner vers le passé et de regarder toutes ces choses qu'il serait parfois plus léger de laisser dormir tranquillement dans le placard, eh bien, c'est parce que nous sommes agis, qu'on le veuille ou non, par ce qui a pu être vécu avant, ce qui a été tu, ce qui est su mais non partagé. On agit comme une marionnette un peu, c'est ça? Mmh. C'est ça. C'est un espace où en fait on perd notre individualité, notre volonté propre et même notre libre arbitre. Parce que, qu'on le veuille ou non, on appartient à un groupe familial. Alors ça, le fait justement de travailler dessus, certaines personnes n'en ressentent pas forcément le besoin et ne voient pas forcément l'intérêt. Est-ce que, ça va entraîner, certaines blessures, certaines douleurs? Et comment est-ce qu'on va pouvoir justement mettre tout ça en lumière pour plutôt se réparer et grandir, plutôt que de rester, on va dire, engrammé ou enquisté dans ces problématiques ou dans cette difficulté finalement inconsciente? Par expérience, pour ce que j'ai pu éprouver moi, c'est qu'à chaque fois que je découvrais un nouveau secret ou que je pouvais mettre des mots sur une mémoire de ma propre famille, eh bien, j'ai pu véritablement expérimenter que je gagnais en énergie, que j'avais de plus en plus de tonicité pour moi-même, de vitalité dans ma vie et d'énergie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, tant que je ne savais pas, tant que je ne m'étais pas penchée sur le sujet, j'étais dans une sorte de torpeur, de lourdeur. Et là, dans mon cabinet, je rencontre beaucoup de personnes qui s'écrivent comme ça, comme telles. Elles sont fatiguées, toutes fatiguées. La vie est lourde, alors même qu'elles ont de l'enthousiasme pour plein de choses. Les bagages sont lourds à porter sans qu'on identifie les bagages. Eh bien, ce dont je voudrais témoigner, c'est semaine après semaine que je gagnais en vitalité au fur et à mesure que j'ouvrais ces boîtes de mémoire qui étaient dans le passé. Alors, effectivement, tout le monde n'est pas intéressé par ce sujet, n'a pas envie de faire ce travail. Et c'est vrai que c'est un travail de courage. C'est un travail de courage pour ceux qui vivent encore dans la famille et que l'on va solliciter pour oser venir parler de tel ou tel sujet. Et c'est un énorme travail, mais magnifique pour celui qui l'entame pour lui-même, qui va être le réparateur de cet arbre familial. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Absolument, oui, c'est très clair et pour, justement éclairer ceux qui nous écoutent, comment se passe concrètement un travail, transgénérationnel? Comment travaille-t-on sur l'arbre? Est-ce qu'il faut déjà avoir, son arbre déjà préparé? Est-ce qu'il faut aller rechercher ces informations? Comment ça se déroule dans une séance? Alors, la première fois que je rencontre la personne, elle vient, m'exposer, ce qui la titille, ce qui l'encombre, ce qui ralentit pour elle l'écoulement fluide de son existence. Bien, toutes les personnes qui viennent me voir n'ont ne savent pas qu'elles vont commencer un travail transgénérationnel parce que ça n'est pas forcément l'outil qui va convenir à tout le monde. Mais très rapidement, et pour la plupart des gens, c'est ce vers quoi on se tourne. En quoi ça consiste? La personne va être tout d'abord invitée à me donner sa date de naissance. Bien. Ensuite, on va regarder quand est-ce qu'elle a été conçue. 9 mois plus tôt pour la plupart des personnes, et puis pour ceux qui sont nés prématurément, bien évidemment, on va faire un calcul un peu plus juste. On regarde quand est-ce que cette personne a été conçue. Parce que 90% des fois, il s'avère que la date de conception se trouve être la date anniversaire
d'un parent, d'un grand-parent ou d'un arrière-grand-parent. Et après 20 ans de pratique, j'ai pu constater que cet ancêtre avec qui on a en commun, lui, sa date d'anniversaire, nous ou moi, ma date de conception, eh bien, cette personne se trouve avoir des similarités dans son histoire de vie avec les difficultés que je rencontre moi aujourd'hui. Et c'est comme si j'avais là le premier indice énorme et très puissant d'une répétition claire que j'ignorais jusqu'à maintenant. D'accord. Donc ça, c'est déjà un bon indicateur. Absolument. Et parfois, ça s'arrête là, parce que parfois, je ne revois jamais les personnes. Mais cette question que je leur pose, quand êtes-vous né et est-ce que ça correspond à la date d'anniversaire d'un de vos ancêtres, c'est une question qui est véritablement pour eux-mêmes. Ça les met en chemin de se tourner vers leur arbre généalogique. Ensuite, des personnes qui n'ont aucune ressources encore vivantes dans leur vie pour leur transmettre les histoires familiales. Et là, eh bien, on se tourne vers les archives, on se tourne vers les administrations et avec une certaine méthodologie que je m'applique à transmettre, les personnes vont aller collecter les dates de mariage, de décès, de divorce. Quand est-ce que tel grand-père est parti à la guerre? Combien de temps est-il resté en guerre? Et puis, qu'est-ce qui se passait pendant ce temps-là à la ferme ou bien dans le commerce? Tout ça va nous renseigner et on va reconstruire l'histoire basée sur des faits et sur des dates. Donc là, il s'agit vraiment d'un travail potentiellement de véritable enquêteur, d'aller à la pêche aux informations pour aller retrouver ce qu'ont vécu effectivement nos ancêtres. Quels sont les cas que vous voyez défiler régulièrement, c'est-à-dire les secrets les plus peut-être les plus courants ou les répétitions les plus fréquentes? Malheureusement, les cas les plus fréquents sont les cas d'abus sexuels au sein des familles. C'est-à-dire, d'un oncle qui va abuser, ses neveux et ses nièces ou bien d'une famille, pour lequel le mariage de la sœur aînée avec le beau-frère, eh bien le beau-frère va incester, va abuser de la plus jeune de ses belles-sœurs. De Et les pères sur leurs filles et les grands-pères et les grands-mères sur leurs petits-enfants. C'est quelque chose d'extrêmement courant, qui est quasiment systématique et c'est pour moi assez effroyable de me rendre compte de cet aspect systématique des arbres. À tel point que lorsque je rencontre une personne qui vient travailler sur son arbre généalogique et pour lequel on ne rencontre aucune mémoire d'abus, ça m'interpelle. C'est si fréquent que je suis surprise lorsque ça n'est pas le cas. Est-ce que tu penses que c'est parce que justement, toi tu vois ces cas-là, parce que, ils ont, de lourds bagages et donc ils arrivent dans ton cabinet? Ou est-ce que ça reflète malgré tout, l'état de l'art, on va dire, enfin de la population, d'une manière générale? Les 2. Je dirais les 2. C'est-à-dire qu'effectivement, il est guère possible de se sentir bien dans sa vie lorsque l'on porte une mémoire d'abus sexuels, d'irrespect à l'intimité du corps, qu'elle soit de notre propre vie ou qu'elle soit de celle de nos parents ou de nos grands-parents. C'est comme s'il y avait un ébranlement très profond dans les fondements d'un individu. Donc, bien sûr, ces personnes, très fréquemment, se retrouvent à côtoyer des thérapeutes pour demander de l'aide dans des domaines où souvent ils n'identifient pas pourquoi ça va si mal. L'autre raison pour moi, c'est que ce sujet étant véritablement un tabou de société, alors il est transmis avec beaucoup plus d'aisance que d'autres sujets, comme par exemple, le crime, le vol, le détournement d'argent, qui sont des sujets que l'on retrouve souvent dans des arbres, mais qui pour leur côté, hem, exotique, mais on va dire pour leur côté un peu originaux, vont avoir tendance à être racontés comme une anecdote familiale. Un peu comme un mythe, quoi. Mmh. Exactement. Même en fait, on fera d on nommera, les choses et on les racontera de façon à créer des mythes sur à peu près tous les sujets, hein. Donc ça va pas être spécifiquement ces sujets-là qui seront des mythes, mais ils seront plus faciles à raconter autour de la table à Noël, lorsque toute la famille est racontée, parce qu'on peut rire de ce que le papy Jean avait
fait une entourloupe à la police lorsqu'il a dévalisé une banque. Bien. Cependant, il est très difficile de rire de ce que le papy René aura incesté ses petits-enfants. Et cette douleur, voilà, cette douleur de mémoire qui est très difficilement racontable avec aisance, eh bien, elle va se transmettre comme un kyste. C'est pour moi presque un cancer familial ou une gangrène. Et donc, on l'aborde avec tellement de difficultés, y compris au niveau de la société, que c'est en train de grossir et de devenir assez monstrueux. Il faut savoir qu'au niveau de la société, les textes de loi eux-mêmes ne sont pas toujours très clairs par rapport à ce sujet. Il y a des tolérances juridiques qui ne sont pas conscientes, mais qui signifient par exemple qu'un enfant, à partir de l'âge de 15 ans, s'il est conscient de ce qu'est la sexualité, alors on va parler de séduction à son égard et non plus d'abus. Si la personne s'est trouvée avoir une activité sexuelle avec son oncle, par exemple, que ce soit un homme ou une femme, parce qu'il y a autant d'abus sexuels sur les filles que sur les garçons, et c'est un autre tabou encore. Alors oui, si on revient justement sur le cas dont tu as parlé, hein, l'abus très fréquent et que tu retrouves vraiment dans beaucoup d'arbres, presque tous les arbres, hein, et quand il n'y a pas cette mémoire, tu t'inquiètes de ne pas te retrouver cette empreinte tellement c'est fréquent. Et quand on n'a pas forcément justement la conscience de l'abus, ou en tout cas de qui pourrait être à l'origine de cet abus, comment aller justement à la pêche aux informations? C'est extrêmement difficile dans des cas comme ça, j'imagine, d'aller enquêter. Non seulement difficile, mais on va dire délicat. C'est-à-dire que là, on met les pieds dans le plat et reviennent peut-être ces douleurs, ces blessures, qu'on en ait d'ailleurs la conscience ou pas, de se dire où est-ce que je m'embarque? Absolument, absolument. Alors il faut savoir qu'on ne trouve pas toujours l'histoire que l'on cherche. On est dans l'hypothèse, c'est-à-dire que certaines personnes vont présenter des signes de perturbation dans ce domaine, une vie sexuelle très peu épanouie, avec un désagrément même physique à vivre une sexualité. Alors ça, voilà, ça nous met la puce à l'oreille, comme quoi il est possible qu'il y ait une mémoire en ce sens dans la famille. Donc, effectivement, il arrive qu'on ne trouve pas à pouvoir répondre à cette hypothèse. Et puis, il arrive aussi fréquemment qu'il y ait dans la famille une perversité avérée de l'un des membres qui est su. Et c'est lorsque l'on pose la question, effectivement, cette question est très délicate, effectivement, ce sujet est gênant pour pratiquement toutes les familles, mais il y a toujours une personne qui se trouve être soulagée de enfin pouvoir en parler. Et l'autre chose, c'est que lorsque l'on regarde les dates, on se rend compte parfois que la fille aînée d'une lignée va se trouver être enceinte en même temps que sa mère, qui se trouve être enceinte de la dernière enfant ou du dernier enfant de la lignée. Et lorsque l'on recoupe les dates, on se rend compte que cette fille aînée, qui avait 15 ans, 16 ans, se trouve très probablement être enceinte de son propre père. Et alors on va raconter qu'elle était enceinte du châtelain, qu'elle était fille-mère, qu'elle était fille seule. Je parle là, il y a 2 ou 3 générations. Et lorsque l'on écoute, lorsque l'on lit en psychanalyse transgénérationnelle, on traduit, on raconte, on lit, on se rend compte d'événements qui vont venir raconter cette histoire-là, qui vont venir répéter. Par exemple, les enfants filles issus de cette sœur aînée vont avoir tendance à chercher des partenaires de vie qui auront le même écart d'âge qu'il y avait entre le père et sa fille lorsque sa fille s'est trouvée être enceinte de son père, ou bien qui vont renommer leur fils du nom du père de cette fille aînée, etc. Il y a des indices, il serait trop court aujourd'hui de pouvoir raconter tous les modes de lecture et de traduction que l'on peut avoir d'un arbre généalogique, mais il y en a de nombreux. Et on n'est pas là juste dans une fantasmagorie où on essaye d'élucider un mystère. Il y a véritablement une méthodologie derrière que j'ai pu apprendre pour ma part au travers du Jardin d'idées à Paris. Fondé par Didier Dumas, oui.
On pourrait, parce que quand on entend ça, pour quelqu'un qui ne connaît pas spécialement la profondeur du sujet, on pourrait avoir le sentiment finalement que ce sont des suppositions, des choses effectivement fantasmées, suggérées, que finalement on n'a pas de certitude puisque les ancêtres ne sont pas là pour nous raconter l'histoire telle qu'elle est véritablement. Oui, on pourrait. En même temps, c'est une façon d'éviter, de se confronter au sujet que de le voir comme ça. Mais pour le thérapeute, pour le psychanalyste, pour le psychothérapeute ou le psychogénéalogiste, il va falloir aussi avoir la maturité de se dire: «Bien, au point où on en est, là, on doit admettre qu'on est seulement dans une hypothèse et qu'on ne parvient pas à la vérifier». Mais il faut également accepter de reconnaître que parfois on peut véritablement valider cette hypothèse et non plus en faire une hypothèse, mais un fait. Se dire souvent: «Mais il n'y a plus d'ancêtres pour aller raconter ça», c'est vrai, mais il est quand même rare pour une famille qu'il n'y ait plus personne de vivant, parce qu'on ne parle pas des ancêtres de la préhistoire, on parle de nos grands-parents. Pour la plupart d'entre nous, nos parents sont encore présents pour nous parler de leurs grands-parents. Et là, il s'agit pour nous de nos arrière-grands-parents. Cette mémoire n'est pas si loin. Si on compte 21 ans par génération, on est très rapidement à l'étage de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents en ayant encore une mémoire très vive qui se colporte entre les cousins, les cousines, les oncles, les tantes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas les seuls à être porteurs de la mémoire familiale. On est bien un groupe humain qu'il va s'agir de solliciter, d'inviter à entrer dans la parole pour pouvoir reconstituer le puzzle. Et ça, c'est un travail qu'on remonte justement sur combien de générations, enfin idéalement, et à partir de quel moment? Parce qu'on peut dire, bah, moi j'ai hérité de quelque chose d'un ancêtre d'il y a 10 générations, et alors là, mon Dieu, je suis bien coincée. Est-ce qu'on remonte aussi loin? Est-ce qu'on porte les fardeaux finalement d'ancêtres très lointains? Alors, pour ma part, j'aurais tendance à dire non. Je je pars du principe qu'on peut faire un travail transgénérationnel sur 3 générations. Pour la plupart d'entre nous, de regarder comment on s'est inscrit dans l'empreinte, dans le modelage que nos parents ont eu de par leur éducation sur nous-mêmes, c'est déjà un travail transgénérationnel. On appelle ça la duplication. Mmh. Comment est-ce qu'on a dupliqué nos parents? Bien. Et puis, comment eux-mêmes ont-ils dupliqué leurs grands-parents? Et cette analyse déjà de ces 3 générations va être très intéressante. Ça fait déjà 3 personnes dont je porte l'empreinte et ma mère a dupliqué ses 2 parents et nous voilà avec 6 personnes dont je porte l'empreinte et pour nombre d'entre nous, ça peut être suffisant que de travailler sur ces 3 générations. En général, lorsqu'une personne arrive dans un cabinet de thérapeute avec une problématique lourde, alors pour moi, ça me donne l'indication qu'on est déjà dans un engrammage qui court depuis 5 générations. Auquel cas, je vais demander à mes parents de me parler activement de leurs grands-parents et si j'ai la chance d'avoir encore mes grands-parents, je vais leur demander qu'ils me parlent de leurs grands-parents à eux. Voilà. Si ça n'est pas le cas, alors on va travailler là maintenant avec des dates et des papiers, vous l'aurez compris, avec les archives. D'accord? Mais par rapport à ta question, j'ai pu remarquer et Didier me l'avait confirmé qu'une problématique très grave vécue par une personne qui vit, des changements de personnalité, voire dans une psychose ou lorsque l'on parle de l'enfant symptôme dans une famille avec des choses, très violentes dans leur expression, où on ne sait plus comment aider un individu, alors effectivement, il est possible parfois que ça vienne de la 7e, 6e, 5e, 4e et cetera génération. Mais au-delà de la 7e génération, c'est comme si la vie remettait les compteurs à zéro. C'est un sorte de reset alors. Absolument. Tout simplement parce que nous, au niveau de la mémoire, nous n'avons plus la présence d'esprit, je vais dire, pour parvenir à parler de notre famille dans des termes concrets au-delà de la 7e génération. Et j'ai pu remarquer que dans la constitution d'un individu, là où il ne parvient plus à mettre de mémoire, y compris avec le reste de son clan familial, alors c'est comme si ça devenait cotonneux
et ça s'étiole et on ne peut plus travailler au-delà de la 7e génération. Cependant, il y a des personnes comme Bert Hellinger qui ont travaillé sur les mémoires de société. Oui, sur les conditionnements sociétaux. Ouais. Exactement. Et puis sur les traumatismes d'une société. Donc là, effectivement, je peux tout à fait concevoir que ça touche au-delà de cette génération. Je ne suis pas sûre que la culpabilité que vivent les générations allemandes d'avoir appartenu à un peuple qui a entraîné la destruction d'autres humains sur une si grande échelle, je ne suis pas sûre que dans cette génération ne ressentira plus cette gêne au niveau du regard qui est porté sur eux. Oui, je pensais, quand je t'entendais dire ça, effectivement, il y a des études, je crois, de Harvard qui ont montré, en fait, le stress que porte l'ADN, notamment de rescapés, en fait, de l'Holocauste, puisque c'est le sujet dont tu parlais, qui montre que l'ADN, vraiment, dans son encodage, porte encore ce stress en mémoire. Complètement, complètement. Et on peut parler d'autre chose que de l'Holocauste. Je sais qu'en Italie, les personnes qui étaient contre le régime de Mussolini subissaient des purges à l'huile de ricin. Ces purges pouvaient être mortelles. La personne se vidait comme si elle avait le choléra. Et ça, il est fort probable que ça s'inscrit fortement dans le corps des descendants au-delà de cette génération, mais au-delà de cette génération uniquement si ça n'a pas été parlé, si ça a été travaillé avec un thérapeute ou au sein de la famille. De la même façon, on peut penser que les famines vécues en Afrique vont toucher les générations dans la peur du manque pour au-delà de cette génération. Si ça n'est pas parlé, si ça n'est pas guéri et si ça n'est pas partagé en famille, sans en faire une honte, sans en faire une incapacité qu'ont eu nos ancêtres à se sortir d'une situation. Alors, je reviens sur cette question parce que effectivement, on voit aussi à travers différents penseurs que c'est pas parce que quelque chose est mis en lumière ou en conscience que pour autant il est réglé avec une baguette magique. C'est-à-dire que déjà il perd en effet de sa force, mais pour autant, comment est-ce qu'on peut passer à l'étape du dessus, vraiment d'être dans une résilience et une réparation, alors qui sera jamais probablement totale, mais en tout cas où on arrive à sortir la tête de l'eau par rapport à la situation précédente. Tout à fait. Les termes de résilience sont très importants. Comment on va en sortir? Eh bien, tout d'abord en prenant conscience de ce qui a été. C'est vraiment une des étapes majeures du travail sur l'arbre généalogique, la prise de conscience des événements qui ont été vécus libère pour une part énorme l'individu qui portait cette mémoire sans le savoir. La deuxième chose qui va être importante, la deuxième étape, mais parfois elles se font en même temps, c'est de parvenir à en parler, à mettre des mots, à trouver gênant de parler de l'inceste pratiqué par le grand-père sur ses petits-enfants, ou bien de parler avec colère du détournement d'héritage qui a eu lieu il y a 3 générations sur tel et tel couple. La mise en parole est extrêmement guérissante. Et puis, la troisième étape, qui est un domaine développé par le jardin d'idées, c'est les actes symboliques. C'est-à-dire, imaginons qu'une grand-mère ait perdu son enfant pendant la guerre. Cette femme, on lui aura dit, écoute, prends sur toi, parce qu'en ce moment, il y a pire. Il y a des événements beaucoup plus dramatiques. Alors, certes, tu as perdu ton enfant, mais prends sur toi. Il est inconvenant que tu pleures comme ça, alors que les hommes sont sur le front, en train d'être déchiquetés par les bombes. Bien, cette femme aura enquisté sa douleur, d'accord? Elle va l'avoir engrammée à l'intérieur d'elle et les membres de la famille restant autour d'elle ne vont plus oser parler du sujet sans déclencher ses larmes. Bien. À la génération suivante, on va continuer à taire la perte de cet enfant par loyauté familiale, vis-à-vis de la douleur de cette femme. Et à la génération suivante, donc on est là au niveau de ces enfants, on se rend compte que les individus continuent à taire ce sujet, mais sans plus savoir ce qu'ils taisent.
la mémoire n'a pas été transmise, mais on continue à taire. Bien. Et là, je reçois dans mon cabinet des jeunes femmes qui souffrent de stérilité, alors qu'au niveau physiologique, au niveau médical, tout va bien. On leur fait des examens et tout semble parfait, mais les fécondations in vitro ne prennent pas et ces femmes souffrent d'une stérilité que l'on pourrait dire somatique, mais ça pourrait être trop violent comme terme à donner à une femme à entendre, hein, on est bien d'accord. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on travaille sur l'arbre et que l'on découvre que cette grand-mère a perdu son enfant, la prise de conscience va déjà énormément libérer cette jeune femme qui vient 3 générations plus tard. Ensuite, de pouvoir parler. Et qu'est-ce qu'elle a bien pu vivre lorsqu'elle a perdu son enfant? Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous ressentez dans votre corps de perdre votre enfant? Et le fait de parvenir à mettre ça en mots va au niveau physiologique comme décrisper quelque chose qui était extrêmement traumatisant, de l'ordre d'une crainte de mettre au monde et même de porter un enfant, de peur de le voir mourir comme a eu à vivre la grand-mère. Tu comprends? Oui, tout à fait. Et en la troisième étape va donc être de faire un acte symbolique qui est parfois violent et qui nécessite vraiment un accompagnement en proximité et en intimité du thérapeute vis-à-vis de son client. C'est-à-dire que je vais inviter, par exemple, cette jeune femme à prendre une boîte symbolique qui va représenter comme le cercueil de ce petit être mort 2 générations plus tôt chez sa grand-mère. Et je vais inviter cette jeune femme à déposer qu'est-ce qu'elle aurait voulu, cette grand-mère, mettre comme petit chausson, comme layette? Qu'est-ce qu'elle aurait voulu mettre comme lettre à son enfant perdu? Et puis, il n'y a pas eu d'enterrement, par exemple, pour cet enfant, ou bien il y en a eu un, mais les hommes n'étaient pas là. Et d'inviter cette jeune femme à procéder, même symboliquement, à une mise en terre pour cet enfant. Et puis peut-être de planter un lilas dans le jardin, au-dessus de l'endroit où on aura mis en terre cette petite boîte. Je donne là juste un exemple, hein, il n'y a là rien de figé, mais ça peut correspondre à cette jeune femme. Et c'est ce que j'appelle l'acte symbolique, c'est ce qu'on peut appeler le chamanisme rural ou bien la psychomagie de Jodorowsky. Voilà, on peut poser plein d'étiquettes, mais il va surtout s'agir de poser un acte concret dans notre présent pour libérer notre futur en lien avec la douleur de notre passé. Et c'est quelque chose d'extrêmement puissant et agissant. Oui, c'est extrêmement puissant et agissant. Effectivement, tu citais Jodorowsky, hein, qui est un des pères du travail transgénérationnel, qui a aussi écrit sur le sujet, ainsi que Anne Ancelin sur la psychogénéalogie, qui est décédée il y a peu. On arrive à la fin de cet enregistrement de podcast. Il y a 2 questions clés que je pose, donc assez rapidement. Pourtant, ce sont des questions qui mériteraient certainement des heures et des heures de réponses. Qu'est-ce qui t'a permis à toi dans ton parcours, hein, qui est une question récurrente que je pose dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, donc il s'agit bien de cela. Qu'est-ce qui t'a permis, toi, de déployer tes ailes dans ton chemin? Est-ce qu'il y a un moment dont tu te souviens? Est-ce qu'il y a un événement ou c'est vraiment un parcours initiatique, ou les 2 peut-être? Ce sont effectivement les 2 et ce serait trop court de pouvoir répondre rapidement. Alors, je vais parler de ce qui va être le plus imagé pour les auditeurs. C'est que le père de mes enfants s'est suicidé lorsque mon fils avait 2 ans. Et j'ai tapé du poing sur la table d'une certaine façon, même si c'était une table symbolique, en disant: «Maintenant ça suffit, je veux comprendre ce qui se passe dans cette vie». Et je me suis rendu compte que depuis des générations, les hommes mouraient, disparaissaient, sortaient de l'histoire familiale aux 2 ans de leur fils et que le père de mes enfants venait s'inscrire dans cette répétition. Ça a été pour moi véritablement un électrochoc. Donc, j'ai tout simplement ouvert toutes mes grandes oreilles à venir étudier tout ce qui pouvait venir expliquer cette répétition et comment me libérer. Et je dois témoigner là que ça a été extrêmement efficace pour moi-même, agissant, et comment je vais pouvoir aider autour de moi à ce que ce type de situation ne se répète pas, ou bien comment se relever de ce type de situation. Oui, en effet, une résilience très très forte là. Et l'autre question qui est, qu'est-ce qui aujourd'hui dans cette vie, te taraude? Vraiment la question existentielle que tu continues à te poser, qui te voilà, pas qui t'empêche de dormir, mais en tout cas que tu as toujours dans un coin de ta tête?
Oui, pour moi, ce sera la question sur l'amour inconditionnel. Qu'est-ce qui fait que nous développons si peu cette aptitude au non-conflit, au fait de nous accepter dans la totalité de ce que nous sommes? Ça peut paraître, un peu chamallow, gnognotte et cependant c'est extrêmement important, comme, idée qui est très peu développée dans notre société, occidentale, mais qui, si elle était active, conscientisée et concrète, je parle bien de l'amour inconditionnel, tendrait à nous empêcher de nous taper les uns sur les autres, de voler les biens d'autrui, et cetera. Ce qui me taraude actuellement et dans ma vie, c'est véritablement d'arriver à trouver les clés, de rendre évident la nécessité de cette focalisation sur ce sujet qu'est l'amour inconditionnel. Et là, je sais que tu es très inspirée par un enseignant spirituel qui s'appelle Michael Rhodes, donc on peut en profiter pour le citer. Tout à fait, oui, oui. Céline Tadiotto, je te remercie infiniment pour cette interview lumière en notre compagnie. Je suis sûre que nos auditrices et nos auditeurs auront vraiment apprécié de mieux comprendre les secrets de l'arbre généalogique afin de trouver la liberté d'être soi. Je rappelle le titre de ton livre, J'arrête de subir mon passé, aux éditions Erol, se libérer enfin des répétitions transgénérationnelles. Céline, merci. Merci beaucoup Anne, c'était avec beaucoup de plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous pour une interview avec une personnalité lumineuse chaque lundi pour bien démarrer la semaine en conscience. Vous pouvez retrouver Métamorphose sur de nombreuses plateformes et bien sûr laisser votre avis et vous abonner sur Apple Podcast pour le recevoir chaque semaine.